Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marjane, la créatrice de Mindful Art, qui est la méthode qui met les émotions, le sensible et le bien-être au cœur des visites muséales. Et mon travail est d'aider les lieux culturels d'installer une dynamique de bien-être à travers des créations originales, des événements, des capsules sonores qui peuvent être joués en autonomie pour continuer cet effet bien-être et œuvre à soi. Et ce webinaire Caring Museum Café est un lieu pour partager les expériences caring. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nathalie Bondil, qui est une des précurseurs de ce type d'activité, ce mariage, cette alchimie entre l'art et le bien-être et qui a été redécouvert ces dernières années, remis au goût du jour, accentué. Et je la remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci Nathalie. Merci beaucoup, bonjour. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on puisse démarrer avec les questions? Je proposerai à chacune de mettre son micro en mute. Je suis en train d'enregistrer parce que par la suite, on va faire un podcast. Il y a beaucoup de gens qui demandent à pouvoir écouter par la suite. Donc, c'est pour le bien de la communauté. Et on commence par une partie questions-réponses et par la suite, vous aurez la possibilité de évoquer vos questions également. On se laisse une vingtaine de minutes à la fin. On part là-dessus? Génial. Donc, pour commencer par rapport à toi, Nathalie, j'aimerais savoir quelle est ton œuvre préférée à Lima? Bonjour Marjane, je suis très contente de voir donc tous ces auditeurs. Alors une œuvre préférée à Lima, je vais vous la décrire parce que en fait il y a une œuvre qui me touche énormément, qui est le portrait d'une mère de Issa Riem, qui est un artiste algérien. Qui a fait cette œuvre dans les années 60, juste donc, après l'indépendance, hein, et qui représente sur une toile donc, de moyen format une femme avec des yeux noirs, donc très chargés, une bouche presque effacée. Un regard très intense qui vous transperce dans des coloris assez silencieux, dans les beiges, les noirs, les bleus. Et sur son vêtement, donc, il y a le schéma d'une tête d'enfant, donc, que l'on voit comme s'il était dessiné rapidement, esquissé, et l'empreinte d'une main sur laquelle donc, il y a du sang donc, qui coule. C'est une œuvre assez chargée, assez dure, qui représente donc, ces femmes qui sont des veuves durant la guerre d'Algérie. Mais dans ce cas-là, donc, Issa Riem donc, a fait ce tableau avec cette main parce que lui-même, quand il était enfant,
alors qu'il y avait des camps militaires pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient alors donc en Algérie française. Donc il avait joué avec une grenade et en fait donc la grenade avait explosé. Donc il a perdu sa main et malheureusement donc il a perdu donc son frère, donc des membres de sa famille ou sa sœur, bref donc quelqu'un de sa fratrie. Et donc il a grandi donc avec cet handicap. Et dans ce portrait, donc c'est à la fois donc cette tragédie de la guerre, de décolonisation, mais en même temps donc c'est la main donc d'un artiste hein, qui a su aller au-delà de cet handicap, de cette tragédie personnelle, avec sa main comme une empreinte préhistorique, si je puis dire, donc qui saigne. Alors, c'est une œuvre qui me touche énormément, que je vous montrerai ensuite donc, sur le podcast et qui parle à la fois de tout ce que l'art peut transmettre en termes d'émotion, mais aussi en termes de réparation. Et dans ce cas-là, donc, par un très, très grand artiste. Donc, je dis que c'est un de nos chefs-d'œuvre, entre guillemets, la Joconde de l'Institut du monde arabe et notre collection parce que c'est une œuvre qui ne peut pas nous laisser indifférents, qui que nous soyons, pour toutes les mères qui ont perdu des enfants et pour tous les humains qui ont vécu des tragédies. Merci, c'est vraiment, je serais ravie de pouvoir recevoir une image et le partager avec les participants, évidemment, et ceux qui viendront par la suite sur le podcast pour voir cette œuvre. Qu'est-ce qui a marqué le début de ton engagement par rapport aux approches CARE au musée? Qu'est-ce qui était le déclencheur? Alors, je dirais que bon, le fait même de travailler dans un musée donc, nous oblige quelque part à nous intéresser au public. Parce qu'un musée n'existe que par ses collections, mais des collections qui sont mises à la disposition du public. Donc, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut joindre donc, et faire cette médiation entre d'un côté les publics et de l'autre côté donc, ces collections que nous avons tant à cœur. Donc, il y a évidemment donc, un objectif de care, c'est-à-dire de sollicitude, de bienveillance, de bienvenue, d'accueil, donc, qui est au fondement même de nos métiers. À titre plus personnel, c'est parce que, donc, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, donc j'ai un grand amour, une grande passion pour les œuvres d'art dans mon quotidien, dans mon environnement, au travers des œuvres que j'achète très modestement, de la collection d'objets personnels donc, que j'ai accumulé avec mon mari depuis que nous sommes étudiants. Donc, c'est vraiment une passion quotidienne et de se dire mais comment est-ce que l'on peut partager cette émotion que nous ressentons vis-à-vis des œuvres d'art et qui font que elles doivent être conservées, préservées et transmises aux futures générations. Donc c'est le désir profond d'un partage. Le fait de travailler ensuite pendant très longtemps hein, au Canada, en Amérique du Nord et à Montréal, hein, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, m'a amené aussi toute une autre perspective sur la relation que nous avions avec la société civile. Et j'ai énormément appris de cette très longue expérience. Hein. Je suis aussi canadienne, c'est le pays où j'ai vécu le plus longtemps et du fait que le musée s'inscrit toujours donc comme une institution au sens politique du terme, mais je dirais pas partisan. C'est politique au sens premier, c'est-à-dire qu'il fait sens dans la cité. Alors comment est-ce que le musée peut faire sens dans la cité? Comment est-ce que notre action peut trouver écho au travers de nos publics? Et en cela, donc le courant anglo-saxon, pas seulement, hein, mais le courant anglo-saxon est très ouvert sur la société civile, va accueillir énormément de bénévoles, à la fois comme guides, à la fois comme sur nos conseils d'administration, donc sur nos comités d'acquisition, etc. Donc il y a une porosité, une très grande avec les citoyens, les citoyennes
qui composent notre société. Et je dirais qu'en plus, Montréal est une ville-monde, c'est une ville d'immigration, c'est une ville très ouverte, c'est une ville-port, c'est un peu la ville du tout-monde. Donc je suis très influencée par la pensée d'Édouard Glissant, qui est un extraordinaire poète et philosophe d'origine martiniquaise, et qui réfléchit le monde sous l'angle de la relation, hein, c'est-à-dire on change en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Donc, c'est vraiment cette relation au tout monde, le fait de pouvoir penser globalement mais agir localement, le fait de vouloir rencontrer l'autre comme se rencontrent les océans. Euh, Édouard Glissant a une très belle phrase. Il dit donc nous avons rendez-vous là où les océans se rencontrent. C'est absolument merveilleux, hein. C'est cette pensée d'archipel, puisque lui-même donc vient des Caraïbes, qui fait en sorte que l'on travaille beaucoup plus sur nos connexions plutôt que sur nos divisions. Alors tout cela fait en sorte que donc il y a eu beaucoup d'intérêts philosophiques, sociologiques, géographiques tout simplement, qui ont fait en sorte que cette pensée du Caire, je l'ai apprise grâce à mes collègues, grâce à la société dans laquelle j'habitais et que j'ai profondément aimée, que j'aime toujours avec beaucoup de cœur et donc au travers du métier que j'avais. Quand nous sommes dans un musée, eh bien nous sommes dans un espace de société, hein, nous habitons le monde et nous devons essayer d'habiter tous les mondes. Alors la question, c'est celle des valeurs. Donc j'ai toujours envisagé le métier que je faisais, que j'ai la chance de faire. J'estime avoir un grand privilège de travailler avec des œuvres d'art au quotidien. C'est alors que tant d'autres professionnels sont tous les jours à travailler en médecine, en justice. Il y a des domaines de vie qui sont très difficiles. Donc, je crois que quand on a le bonheur de travailler avec des collections d'œuvres d'art, c'est tout simplement exceptionnel dans une vie. Et donc, pouvoir transmettre cette joie, eh bien, ça s'est fait autour des valeurs, parce que on peut très bien ne pas être intéressé par l'histoire de l'art, on peut très bien ne pas aimer l'impressionnisme ou le pop art ou le classicisme, tel ou tel artiste, peu importe. Alors, comment faisons-nous pour pouvoir nous adresser à l'ensemble d'une société au-delà du petit euh, euh, monde de l'histoire de l'art? Comment est-ce que l'on peut faire pour sortir du monologue de l'expertise? Alors, l'histoire de l'art, c'est absolument passionnant, mais ensuite, donc, les œuvres peuvent être exploiter n'est pas le bon mot, mais disent bien autre chose au-delà de ce qu'en disent les historiens de l'art ou les critiques. Et du coup, le fait de travailler avec toutes sortes de professionnels venant de toutes sortes de milieux pour qu'ils s'approprient nos œuvres, notamment des médecins, des infirmiers, mais pas seulement, donc pour qu'ils puissent nous dire, ben voilà, on aimerait travailler avec vous parce que vos collections, elles peuvent faire sens dans l'exercice de mon métier, quand je soigne des patients, quand j'encadre des élèves qui ont des troubles autistiques, quand je travaille avec des minorités exclues. Eh bien, ça permettait de placer les valeurs au cœur même de notre réacteur dans ce processus de co-création et de participation. Dans ce sens-là, par exemple, nous avions ouvert en 2016 un nouveau pavillon qui avait été construit en art international, mais j'avais préféré non pas que le pavillon porte le nom du donateur, il le porte, c'est formidable, ce sont des mécènes très généreux, mais c'est un pavillon qui s'appelait le pavillon pour la paix, pour la simple et bonne raison que on peut ne pas aimer les œuvres d'art, on peut ne pas aller dans un musée, mais personne n'est contre la paix. C'est une valeur qui nous transcende. Et en fait, en travaillant avec de multiples groupes professionnels, avec de multiples communautés, entre guillemets, j'utilise ce mot dans le sens anglo-saxon du terme, on se rend compte que ces valeurs-là, elles nous rassemblent.
quels que soient les métiers. On peut être avocat et partager les mêmes valeurs, on peut être médecin, partager les mêmes valeurs, des valeurs pour d'humanité, des valeurs d'inclusion, des valeurs d'éducation, de transmission, des valeurs écologiques, des valeurs sur l'égalité des genres, etc. Et donc de placer les valeurs comme but ultime a toujours, je crois, été une vision, en tout cas, une aspiration, parce que donc nous sommes au service de l'institution et l'institution elle-même, elle est au service de la société, donc au travers de certaines valeurs. Alors la santé, porter la santé à la fois individuelle et à la fois publique, ça fait partie de ces très grandes valeurs qui nous rassemblent. Qui fait société. Exactement, qui fait société, exactement. C'est assez, quand je t'entends parler de la santé comme valeur qui nous rassemble, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu, je ne peux pas le situer dans le temps, mais à propos d'une anthropologue, et une de ses élèves lui pose la question à quand est-ce que les humains sont devenus humains, et elle dit à partir du moment où vous trouvez que dans une grotte, on a pris soin d'un blessé. Très juste, absolument. Et Et exactement. Mais c'est vrai que ce sentiment de solidarité, mhm, même de justice, même de moralité, existe dans le monde animal, hein. Moi, je exactement. m'intéresse énormément à l'éthologie et à l'anthropologie. Et c'est ce que l'on comprend de plus en plus, hein, que ce soit depuis les travaux, il y a longtemps. Darwin déjà parlait d'une certaine moralité, hein, dans ses ouvrages sur l'expression des émotions chez les animaux en 1871. Ensuite, au travers de l'école soviétique d'éthologie avec Konrad Lorenz, plus récemment avec toutes les grandes primatologues, Jane Goodall, Diane Fossé, plus récemment encore, on va penser à Jared Diamond que j'adore et Franz de Waal. Bref, il y a énormément d'études qui font en sorte que on se réapproprie cette identité physiologique d'Homo sapiens sapiens, mais qui fait aussi partie des animaux, des grands hominidés. Il n'y a que 2% de notre ADN, un petit peu moins même, qui nous sépare des chimpanzés. Et en fait, c'est une pensée qui est très forte parce que cette réalité émotionnelle et physiologique, elle explique aussi notre comportement cérébral, le fait que nous ayons des neurones miroirs, comme chez les macaques, ça a été prouvé dans les années 70 à l'université de Parme, mais maintenant chez les êtres humains. Tout ce système neuronal qui fait en sorte que l'on rentre en empathie, hein, pas forcément en sympathie, mais en empathie, avec nos congénères. Tout ce qui fait en sorte que nous ne sommes pas que des animaux de raison, nous sommes aussi des animaux d'émotion, de mémoire, et que cette réalité du visiteur biologique et physiologique, elle a toujours été au cœur de cette réflexion pour savoir comment l'accueillir par tous les sens. Certains parleraient de médiation sensible, par exemple. C'est vraiment une réalité, puisque les arts, comme la musique et comme l'émotion esthétique de manière générale, nous suscite des émotions, des interactions actives, des processus biochimiques qui font en sorte que l'on va sécréter des hormones endogènes qui vont elles-mêmes engendrer des sentiments de bien-être avec des hormones qui pourraient être la sérotonine, la dopamine, la cortisone, etc., etc. Donc tout cela a été démontré, hein, par les neurosciences. Moi, je travaille avec Pierre Lemarquis, mais si vous lisez Antonio Damasio ou encore Jean-Pierre Changeux et bien d'autres, on voit à quel point notre raisonnement n'est pas déréalisé, il n'est pas hors sol, hein. Antonio Damasio dit The brain is the servant of the body, le cerveau est le serviteur du corps. Ce que nous pensons, la façon dont nous appréhendons le monde, elle se fait aussi par le biais de notre culture, par le biais de la
mémoire, par le biais de nos émotions, par le biais d'un environnement donné. Et c'est là où donc l'émotion esthétique, esthétique au premier sens du terme d'ailleurs veut dire donc sensation. Donc cette émotion esthétique, cette phénoménologie, si je puis dire, donc elle donc fait en sorte que nous habitons le monde à la fois avec notre cognition, mais aussi avec notre émotion. Et c'est vraiment cet équilibre, cette harmonie. Edgar Morin donc, dit, nous sommes des êtres à 100% biologiques et, et culturels. Donc, c'est une très, très belle phrase donc, qui montre bien donc, la complexité de ce que nous sommes. Et appréhender ce que nous sommes avec cette complexité qui est liée donc, à la réflexion, mais qui est aussi liée donc, à l'émotion, eh bien, nous permet de mieux habiter le monde. Et les œuvres d'art, je crois, donc, nous aident à mieux habiter le monde. Merci Nathalie pour cette réponse. Juste parce que tu as noté, tu as parlé de l'éthologie. Il y a une très chouette recherche, vous pouvez taper sur Google, vous trouvez très facilement, où vous voyez qu'à un singe, on donne des concombres, à un autre des raisins, et le singe qui reçoit des raisins est content, mais l'autre finit par balancer les concombres. Donc il y a même le sens de justice. Absolument, tout à Et, fait. Oui, et le donc sentiment d'équité et de justice chez les animaux, donc même certains qui ne mangeraient pas si un de leurs congénères contraire, donc, n'avait pas donc, la même la même chose. rétribution. Exactement. C'est très étonnant, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Donc le sens même de nos valeurs Mhm. donc, prend racine au plus profond de ce que nous sommes. Et par rapport à ce mouvement de mettre le corps au centre de l'expérience, le corps, les émotions, j'ai noté cet aspect-là par rapport à caring. J'ai noté également le fait que de faire de la place à l'autre, de donner une plus grande place à l'altérité faisait partie des valeurs portées par le caring et créer des aspérités pour la co-construction et le rôle rassembleur. Je voulais juste rajouter un point par rapport à cette histoire d'émotion et de la santé, parce que c'est ma spécialité en tant que psy, de travailler sur les émotions. Et en fait, quand on a ce qu'on appelle la plasticité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on arrive à changer d'émotion, on arrive à prendre, ressentir l'émotion de l'autre en empathie, mais sachant que c'est pas le mien, à changer de place, ainsi de suite. Plus on a de la plasticité émotionnelle, c'est plus on est heureux. C'est vraiment corrélé ces deux paramètres-là. Et évidemment, plus on est heureux, mieux on est en meilleure santé. Ceci est également démontré. Et je pense que les musées sont vraiment un endroit où on peut se laisser dompter les émotions, qui soient positives ou négatives, parce qu'il y a très souvent cette idée, alors je dois aller que vers les choses qui me font plaisir. Mais parfois, ce qui me fait peur et que je prends le temps d'aller vers à mon rythme peut être également aidant. Donc, c'est ce rôle de catalyseur d'apprentissage d'émotions dans un monde où, durant toutes nos études, on nous coupe, en tout cas notre génération était très, très coupée de ses émotions. Je pense qu'il le rend très pertinent, cette démarche émotionnelle au musée. Alors, c'est sûr que, bon, là, on parle du care et du cure, hein, qui sont deux choses différentes, Mhm. mais quand on parle de Caring Museum, donc qui est un mot en ce moment assez à la mode. En même temps, c'est un concept qui vient des États-Unis au départ et de philosophes féministes, hein, il faut comprendre, activistes aussi, donc américaines, donc, qui voulaient, dans les années 70-80, comme John Tronto et d'autres, Carol Gilligan, donc, qui voulaient
donner de l'importance donc à toutes ces personnes, ces classes de personnes qui donnaient du care, qui finalement s'occupaient au quotidien de prodiguer des soins, Est-ce que ça vous de paraît s'intéresser. compliqué de... En fait, oui, pour les lignes de force, donc quand on parle de care, donc de caring museum, donc qui est une notion qu'on entend beaucoup, donc c'est vraiment donc la volonté de sollicitude, hein, c'est-à-dire de vraiment de mettre en avant l'interdépendance donc des uns par rapport aux autres. Donc on n'est plus dans une société qui va vouloir héroïser, on va dire, donc certaines personnes, mais plutôt travailler sur les interconnexions, les interdépendances, sur les vulnérabilités. Et du coup, donc cette philosophie, si vous voulez, hein, qui est vraiment un idéal politique, hein, elle a migré donc vers le champ de l'éducation beaucoup, et maintenant donc vers le champ des institutions culturelles. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir donc toutes les communautés, de pouvoir donc de manière très proactive, donc essayer d'identifier donc des groupes qui expriment des besoins, que ces besoins soient ensuite entendus donc par donc les médiations. Généralement, les médiateurs sont vraiment les professionnels dans les musées qui sont donc absolument indispensables pour justement créer ce lien, ce trait d'union, à la fois pour identifier des besoins, donc écouter ces besoins afin de pouvoir y répondre et ensuite pouvoir s'assurer, surtout en dernier lieu, que ces besoins ont été entendus et pourquoi pas donc améliorer. Donc c'est vraiment une démarche d'écoute, d'interaction, d'échange, d'interconnexion qui d'ailleurs donc a fait même l'objet d'une méthodologie, un livre qui s'appelle Voir autrement, là, qui vient de paraître à la Documentation française, donc où il y a un article que j'ai écrit avec Annick Meunier sur le Caring Museum et qui effectivement essaie de montrer dans quelle méthodologie du care donc, peut être appliquée à la médiation. C'est la prise en compte évidemment des émotions de nos visiteurs, de nos publics, parce que, ben, comme vous le savez mieux que moi, donc oui, il y a une communication donc par la parole, mais la communication, elle se fait de bien d'autres façons. Elle se fait de par notre comportement, elle se fait de par donc nos gestes, toutes sortes d'autres interactions. Et parfois, la communication orale ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, donc beaucoup de médecins ou d'infirmiers ou d'autres professionnels dans le secteur médical donc utilisent donc l'art-thérapie, hein, ou les thérapies par les arts pour pouvoir aider à ce que quelque chose donc qui est inaudible, qui est donc puisse sortir, puisse s'exprimer, hein, donc parce que quand on rentre en en résonance avec une œuvre qui vous plaît. Évidemment, une œuvre peut aussi vous terroriser, mais c'est quand même pas le but de ce que l'on cherche aujourd'hui. Donc, eh bien, donc, il va y avoir donc un phénomène d'écho qui peut se faire consciemment ou inconsciemment. Et quand donc vous êtes interpellé par une œuvre, eh bien, donc, il va y avoir tout un mécanisme des ressorts donc de mémoire, de culture, de trauma, bref, des affinités, si je puis dire, qui vont faire en sorte que cette œuvre va rentrer en résonance avec vous-même. Et ce qui est assez fabuleux, moi que je trouve extraordinaire, c'est que votre cerveau interprète donc l'œuvre qu'elle voit donc avec de la même façon que si c'était une entité biologique. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée de ce que la science actuelle, les neurosciences en particulier, donc peuvent donc nous dire à ce sujet. Donc là, je vous renvoie encore à Pierre Lemarquis, à l'art qui guérit, mais donc il y a cette façon de pouvoir incarner donc une œuvre donc en soi. Et donc, ce qui fait en sorte ben, qu'il y a tout un système de circuit de récompense qui se met en place et qui va lui-même susciter d'autres réactions biochimiques. Alors, c'est le miracle, si je puis dire, de l'émotion esthétique, hein, de cette relation très singulière que nous avons avec la musique. On le comprend bien avec la musique. Et souvent,
je prends exemple avec la musique, parce que moi, je suis pas du tout musicologue, mais je suis quand même très émue quand j'écoute certains morceaux qui me touchent. Et je n'ai pas besoin de lire une partition de musique pour pouvoir être émue. Et d'ailleurs, tout ce qui est musicothérapie a fait l'objet de pas mal de recherches. Et de la même façon, quand on parle d'incarnation d'une entité biologique, ça paraît un peu étrange, mais c'est la même chose que lorsque vous chantez dans votre tête. Hein. Donc, en fait, quand vous chantez donc à l'intérieur de vous-même, donc ça suscite exactement les mêmes réactions. De la même façon, donc c'est toute cette activité onirique que l'on a pendant la nuit, où on a cette impression de vivacité donc qui nous émeut. Eh bien, donc il y a cette force donc qui est liée à la charge émotionnelle et qui fait en sorte qu'il y a un impact réel sur notre physiologie. En fait, le rapport que nous avons avec les œuvres d'art, qui est très intellectuel, comme le disait Marjane, nous avons appris donc en étant assez coupés de nos émotions. Donc c'est le je pense donc je suis hein, de Descartes, bien décrié maintenant. Et donc maintenant nous change parce que on est plutôt dans le je ressens donc je suis. On revient à valoriser un rapport aux œuvres d'art qui est un rapport finalement assez ancien qu'il y existait donc avant l'époque des Lumières où donc il y avait un rapport de sacralité hein, qu'on comprend toujours avec des statues, avec des ex-voto, avec l'ingestion de d'images. Donc là aussi, il y a un livre de Jeremy Curing donc, sur les iconophages qui est absolument incroyable là-dessus, et où finalement on a un rapport physique donc, aux œuvres d'art qui a un petit peu disparu au cours du temps et que je crois maintenant nous remettons à l'avant-scène, d'une part parce que les techniques d'imagerie médicale ont énormément progressé, donc il y a eu beaucoup d'avancées dans la recherche scientifique du point de vue des analyses, et d'autre part parce qu'on est tellement préoccupé par l'intelligence artificielle que donc par contrepoint, si je puis dire, on s'intéresse davantage donc à l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc ça c'est un peu ma façon de voir les choses. Nathalie, je vais déroger un peu de la liste des questions que je t'ai envoyées parce que si c'était possible en 2 mots de nous donner ta définition entre care, cure et muséothérapie, par exemple, qui sont 3 termes, comme tu as dit, qui sont très utilisés. Et je pense que, étant donné que tu étais là dès le départ de l'histoire, avoir ta vision est Ouais, peut-être très éclairant. c'est une bonne idée. Donc, commençons avec des bonnes définitions. Alors, donc, le care, donc, c'est une théorie hein, donc, philosophique au départ qui veut dire sollicitude en anglais. On ne l'a pas vraiment traduit en français. Donc, le care, c'est une approche qui vise à s'occuper donc, de manière proactive donc, de différents publics, qu'ils soient des étudiants, des patients, des visiteurs de musées. Le cure, donc c'est le fait de guérir, le fait de soigner, hein, donc to cure. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en anglais, on parle de curator, hein, c'est-à-dire donc de conservateurs qui sont aussi ceux qui prennent soin des objets. Alors, donc c'est le cure, c'est plutôt donc la santé. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une approche donc, euh, auprès des publics, hein, donc de médiation. On est plutôt dans une approche qui est médicalisée. Hein. Donc, on va travailler avec des professionnels en santé, quels qu'ils soient. La muséothérapie, donc c'est un concept que j'ai eu le bonheur donc de créer en 2016 dans le manifeste pour un musée des beaux-arts humanistes. C'était donc un terme que nous avons déposé à l'Office québécois de la langue française en 2020 et donc qui vise à caractériser l'ensemble des actions que nous pouvons mener dans un musée, que ce soit par des pratiques en atelier, mais aussi par des visites donc, face à des œuvres d'art, donc, et qui permettent donc, d'amener du bien-être, du mieux-être,
mais aussi donc de la guérison, hein. Donc il y a vraiment 3 niveaux que je sépare. Et ces actions en muséothérapie, donc elles se font dans un cadre de co-création avec des professionnels en santé. Ça, je crois que c'est très important de le dire. De la même façon que l'art-thérapie, donc a une définition qui peut être très variée, hein, donc notamment en France, ce ne sera pas la même chose que lorsque vous êtes en Amérique du Nord, par exemple. Donc l'art, il y a plusieurs écoles en art-thérapie. Il y a des écoles d'art-thérapie qui sont très liées donc à la psychothérapie. Et il y a d'autres pratiques comme celle de l'école de Tours, par exemple, donc, qui sont liées à des pratiques artistiques sur prescription de médecins ou de professionnels en santé. Et alors moi, je travaille beaucoup plus en lien avec des professionnels en santé. Mais évidemment, donc l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que si on veut travailler à guérir des patients ou tout au moins donc à améliorer donc leur mieux-être dans la perspective d'une médecine intégrative, holistique, hein, donc vraiment d'une santé globale, eh bien donc on a besoin aussi d'amener des médiations qui sont liées au care, c'est-à-dire de sollicitude, hein. L'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Donc le care, c'est un peu ce qui va faire en sorte que vous allez mettre votre musée à l'écoute des visiteurs, mais aussi à l'écoute de vos équipes, hein, à l'écoute souvent des agents de sécurité, hein, qui sont sur place et qui sont les premiers en contact avec les publics. Donc c'est très important que cette éthique du care puisse être globale à tous les niveaux, hein, des ressources humaines, donc à la façon dont on va pouvoir rentrer dans un musée, on va pouvoir s'installer, être confortable, on va pouvoir profiter de ce lieu extraordinaire. Il faut quand même dire que les musées, dans nos vies, ce sont quand même des lieux d'exception. Ce sont des lieux hors de l'ordinaire, hein. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un impact du fait du lieu même. Et parce que donc vous êtes dans cette ambiance qui prend soin de vous, donc ensuite il peut y avoir différentes actions qui peuvent être portées de manière plus précise, donc envers certains patients, que ce soit des patients en Alzheimer, en autisme, pour des troubles alimentaires, pour toutes sortes de maux. Et à chaque fois, évidemment, ce sont des protocoles très précis et qui sont co-créés avec le personnel, les professionnels de santé. J'espère que j'ai été claire. Super clair. Maintenant, je déroge un tout petit peu encore de la, de la liste de questions. Parce que tu as beaucoup travaillé, tu es une des premières à avoir co-créé des protocoles de recherche avec notamment, il me semble, sur l'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Et je voudrais savoir un peu comment est-ce que ça se passait, ces mises en place de recherche, parce que je pense que c'est un domaine où dans le monde francophone, on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour pouvoir objectiver les résultats. Exact, c'est une très bonne question. Alors bon, en ce qui concerne Alzheimer, donc les premiers à avoir mis en place, c'est vraiment le MoMA avec le programme Meet Me, qui a été donc un grand projet que vous pouvez consulter en ligne et qui, à la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, ou au début des années 2000, a vraiment permis d'encadrer des patients atteints de troubles d'Alzheimer avec leurs aidants naturels, ce qui a donné lieu à des publications scientifiques. Donc ça a été un moment très important. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, avant même que je n'arrive, hein, vraiment, avait déjà travaillé plutôt en pratique d'art-thérapie, où j'y étais déjà, mais je n'étais pas à la direction, avec la société qui s'appelait le Fil d'Alzheimer, la société pour pouvoir offrir des pratiques en atelier pédagogiques, à la fois pour les patients et en même temps avec leur famille. En fait, mais il n'y a pas eu de protocole spécifique, si ce n'est cet exemple magnifique du MoMA à New York. Ce qui a amené un grand changement
changement, c'est effectivement la volonté d'amener des protocoles de recherche donc, dans le cadre de ces actions en soins et en santé. Parce qu'évidemment, quand on travaille dans un musée, en tout cas moi, j'ai aucune expertise donc, dans ce domaine. Hein, je travaille avec des scientifiques, des médecins, des chercheurs, mais donc, je n'ai pas du tout la connaissance, bien entendu. Et donc, j'avais monté donc, un comité art et santé. Donc, ça, je crois que c'était une bonne pratique donc, à- assez inspirante et en tout cas pour nous qui a été très important dans la mesure où chacune de ces actions était encadrée par un comité art et santé au sein duquel comité, donc il y avait à la fois donc des membres du musée, des membres du service de médiation, mais aussi donc des chercheurs. Il y avait le scientifique en chef du Québec, hein, qui est vraiment le numéro 2, si vous voulez, du ministère de la Santé, donc c'était quand même à très haut niveau, et des professionnels de très très grand calibre, dont certains avec qui je continue à travailler, comme le docteur Olivier Baucher en gériatrie à l'Université de Montréal maintenant. Et en fait, donc, ça nous permettait de pouvoir ensemble valider des actions ou des initiatives, parce que évidemment, pour choisir des œuvres à acquérir ou des expositions à programmer, c'est plus notre métier. Donc, pour ensuite donc, aller sélectionner tel ou tel projet donc, pour les troubles alimentaires ou autres, donc, il faut s'assurer d'une part du sérieux, donc de la rigueur, de l'encadrement. On parle quand même de publics très vulnérables, donc il faut prendre un très grand soin de ces publics. Ils ne peuvent pas être accueillis donc, n'importe comment. Donc, ça demande un grand travail en amont de la part des équipes. C'est vraiment non pas du prêt-à-penser, comme je dis, mais du sur-mesure. Alors, ce sont des actions qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'échanges dans ce système de co-création et qui finalement touchent un petit nombre de publics. Hein, quand on est... Donc, c'est pas phénoménal en termes de chiffres ou de quantité, mais le but, c'était pas de travailler sur la quantité, c'était de travailler sur la qualité, hein, de ce que... Et bon, ce qui a été incroyable, c'est qu'on a fait beaucoup de ces actions au cours du temps et que donc, à chaque fois, donc, nous avons toujours essayé de faire en sorte que ces actions soient accompagnées d'une recherche, donc d'une publication dans un journal médical, évidemment, donc fait avec les médiateurs, mais surtout porté par les chercheurs et les médecins eux-mêmes. Cette question du protocole et de la mesure hein, de ce que l'on fait est vraiment au cœur de cette problématique. Parce que tout le monde, et je pense que sinon vous ne seriez pas là en train de perdre votre temps à écouter donc une petite tête sur un écran, mais donc on veut tous donc s'intéresser à la santé. Donc c'est évidemment une question des valeurs, donc on les partage, mais ensuite comment est-ce qu'on amène hein, ces actions donc comme une médecine probante, hein, qui n'est pas une médecine alternative. Hein, donc, et ça, c'est vraiment le point. Et ça, c'est le point pour moi de la muséothérapie. Ça a toujours été de prouver donc, que ça pouvait être un soin de support, c'est-à-dire donc une démarche en santé qui participe d'une démocratisation sanitaire, qui participe d'une approche holistique de la santé, c'est-à-dire que vous avez donc une approche qui peut être techniciste, médicamenteuse, donc, et qui est tout à fait évidemment donc indispensable, mais en même temps qui peut être complétée par ce que l'on appelle des soins de support, c'est-à-dire donc toutes sortes de soins qui permettent d'améliorer votre confort de vie, de pouvoir donc retrouver son identité en dehors de sa maladie. Donc c'est aussi donc toute cette nouvelle éthique qui associe beaucoup le patient comme un partenaire de soins. Ce sont vraiment des approches médicales qui sont extrêmement sérieuses, qui sont donc validées comme étant probantes. On ne parle pas de médecine alternative, hein, on parle vraiment de soins complémentaires, donc à la médecine dite traditionnelle. Et pour cela, donc l'évaluation est fondamentale. Sauf que
quand vous parlez d'évaluation randomisée, comme ça se fait donc en sciences, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement long et la plupart des musées déjà ont peu de moyens pour pouvoir porter leur projet. Il faut travailler sur des démarches de recherche appliquée. Donc, je travaille avec l'Université de Montréal, d'ailleurs, aussi sur un ouvrage justement qui permettra peut-être d'apporter quelques éléments de solutions. Et je dirais qu'en France, il y a beaucoup de nos collègues qui conventionnent avec donc les CHU, hein, les centres hospitaliers de leur municipalité, et ainsi donc arrivent à encadrer de manière plus rigoureuse ces actions. Je pense au Palais des Beaux-Arts de Lille, hein, qui est tout à fait remarquable, qui conventionne avec le CHU de Lille. Alors ça se fait parce que le Palais des Beaux-Arts de Lille est un musée municipal, et évidemment avec le centre hospitalier de Lille. Il y a une convention qui est possible grâce à la mairie. C'est la même chose à Montpellier avec le MOCO, donc ils conventionnent pour des prescriptions avec l'hôpital psychiatrique. Bref, donc il y a Dreux aussi, hein, il y a des plus petites municipalités qui font un travail tout à fait remarquable entre musées et centre hospitalier local. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne ici, en France, de ce que je peux voir, et je dirais même à Bruxelles ou en Belgique ou encore à Genève en Suisse. C'est important d'avoir cette convention parce que ça vous permet d'encadrer et de définir l'objet de votre action. Évidemment, dans votre musée, c'est important aussi de compter sur des médiateurs, hein. Ce sont vraiment les professionnels les plus extraordinaires, absolument indispensables pour aussi créer ces traits d'union. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir engager un art thérapeute en menant un mécénat spécifique qui travaille à demeure, qui est intervenu sur le café de Marjane. Stéphane Ligari. Il y a aussi d'autres art thérapeutes qui sont engagés par des collègues de manière plus ponctuelle, pas encore à plein temps dans des musées, mais sur prestation. Alors, ce sont des alliés indispensables pour pouvoir conduire ces types d'actions. Encore une fois, il y a art-thérapie, art-thérapie. Donc là, je parle vraiment de l'art-thérapie au sens de la frappe à thème, de l'école qui est à Tours, à Lille et à Grenoble. Il y en a d'autres, c'est-à-dire qui va toujours se mettre à la disposition de la médecine et qui va toujours travailler dans un cadre de prescription. Il y a toute une logistique, hein, professionnelle et d'expertise à mettre en place. D'un côté, le musée avec ses professionnels. De l'autre côté, vous avez les professionnels en santé. Et puis, il y a l'association, très souvent, c'est aussi par des réseaux associatifs, que l'on arrive à rejoindre ces publics, hein, qui sont pas toujours évidents. Si demain, vous me dites, ben voilà, on voudrait travailler avec des femmes violentées ou avec des enfants atteints de troubles TSA. Il faut trouver des portes d'entrée. C'est pas facile. Donc, on a besoin de travailler avec les associations qui sont très souvent les meilleurs interlocuteurs parce qu'ils connaissent parfaitement leurs besoins. Et donc, du coup, il y a une triangulation qui se fait entre musée, médecine et secteur associatif, si je puis dire, et qui permet tout ensemble de créer un projet sur mesure pour le patient qui est au cœur de ce processus. Magnifique. Et est-ce que tu as la possibilité de dire une ou deux mots des résultats des recherches, par exemple, qui ont pu être mis en évidence avec ta collaboration avec Olivier Bochet? Aussi. Oui, alors Olivier, en fait, en 2018, il y avait déjà une étude qui était sortie sur la santé des seniors. Olivier Bochet est spécialisé en gériatrie.
Donc à l'époque, il travaillait pour l'Institut de longévité de McGill, donc et avec le Jewish Hospital. Maintenant, donc il travaille avec l'Université de Montréal. En fait, donc Olivier donc voulait par cette collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et notamment au travers des Beaux Jeudis, montrer et prouver que la visite au musée donc, était bénéfique pour la santé de ces seniors. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu trianguler, donc dans ce cas-là, donc entre le musée, bien entendu, donc le centre d'excellence sur la longévité de McGill où travaillait Dr Baucher, et enfin avec le réseau Sélection, qui est un réseau de maisons de retraite que vous ne connaissez pas ici, donc, et qui nous permettait donc, de faire venir donc, ces seniors. Alors, au départ, donc, cette pensée de mon côté, elle venait du fait qu'on avait déjà expérimenté des marches santé au musée pour des seniors, le musée étant assez grand. Donc, il était possible de pouvoir marcher assez longtemps, prendre des escaliers pour aller visiter telle et telle collection. Et en fait, donc, les seniors donc, prenaient leur tennis, leur running shoes, comme on dit au Québec, pour pouvoir donc, faire une promenade santé qui était paramétrée par donc un personnel paramédical et qui permettait de faire des efforts, grimper un escalier, s'arrêter, socialiser, donc voir un tableau, continuer, etc. pendant 1 heure 30. Et en fait, c'est assez évident dans la mesure où quand vous vivez au Québec, pendant 6 mois de l'année, il y a quand même de l'hiver, et pendant plusieurs mois, donc les chaussées sont très glissantes. Donc c'est pas évident pour des personnes plus âgées ou qui sont en mobilité réduite de pouvoir arpenter les trottoirs. Alors généralement, ce qui se passait, c'est que on envoyait donc ces seniors dans des centres commerciaux, donc c'est pas passionnant. Et bah, pourquoi pas les amener au musée? C'est finalement donc ils dépensent pas leur argent, donc ils se nourrissent intellectuellement, ils se nourrissent socialement, ils sortent de leur isolement et en plus ils font de l'exercice. Donc vous voyez, donc c'est une façon de pouvoir penser un peu out of the box et de se dire bah, le musée c'est aussi un lieu où on marche. Le théâtre on est assis, le cinéma on est assis, le théâtre on est assis, la danse on est assis, bon, sauf si on fait de la danse thérapie évidemment. Mais donc au musée bah, vous marchez, c'est assez extraordinaire. Donc autant prendre cette contrainte, si je puis dire, donc comme étant un avantage et notamment ben, pour améliorer la santé physique. Alors Olivier donc a poussé donc cet exercice, alors lui dans le cadre de visites et d'ateliers pratiques, de dessin, etc. Et effectivement donc les mesures qu'il a prises donc ont montré et ont prouvé que ça améliorait donc la santé de ces groupes de participants. Et ce modèle a été élargi. Donc, c'est une recherche qui continue. Alors, oui, c'est important de pouvoir l'évaluer correctement euh, parce que sinon, on reste dans le secteur des très bonnes intentions. Personne ne peut être contre la vertu. Mais quand il s'agit d'aller convaincre, non pas vous, encore une fois, parce que je pense qu'on est tous convaincus autour de cet écran, mais quand il s'agit d'aller convaincre les ministères, donc le ministère de la Santé, donc les tutelles, etc., etc., ben là, donc, on vous demande plus de preuves. Et c'est vrai que avoir une direction d'établissement donc qui pousse dans ce sens-là permet d'aller beaucoup plus vite. Alors ça, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir pousser donc énormément parce que tout le monde était vraiment dans cette énergie et dans cette action. Parce que une fois de plus, un directeur d'établissement, ben, il doit toujours faire le choix. Il y a des arbitrages, des priorités. Chaque département, comme vous le savez, ont ses priorités. Amener plus de monde, c'est pas forcément donc plus facile pour les agents de sécurité qui sont sur le terrain, pour les agents d'entretien. Et il faut bien arbitrer dans ce sens-là.
et ça, bon, je l'ai vécu, je le vis d'ailleurs toujours. Il faut amener cette question du care et du cure, si je puis dire, donc comme étant une priorité institutionnelle et pas simplement pour un des départements des musées. Et ça, je sais que pour beaucoup, beaucoup de collègues qui sont en charge des publics, qui sont médiateurs, etc., c'est très compliqué. Ils se sentent assez isolés, parce que la tâche est énorme, les moyens sont très faibles et il faut continuer à pousser. Mais je vous dirais que ça a beaucoup changé quand même. Là, il va y avoir le 29 février à l'Institut national d'histoire de l'art un symposium qui est fait par le ministère de la Culture pour le mécénat sur la question des arts et de la santé. J'étais très étonnée. Je suis invitée, vous regarderez. Et donc, on voit bien que, je discute avec beaucoup d'interlocuteurs, qu'il y a quand même une prise de conscience à l'heure actuelle quant au fait que les musées peuvent être des acteurs pour la santé publique, pour la santé mentale. Et évidemment, la pandémie est passée par là, qui a vraiment changé euh, assez remarquablement ses priorités. Et pour terminer sur ta question, Marjane, quand on parle de preuves, il y a une étude que l'on cite beaucoup, c'est celle qui a été faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, qui a été publiée en 2019 et qui présente 900 études de cas sur les arts et la santé. Alors, on parle de tous les arts dans ce cas-là, donc c'est du théâtre, à la danse, etc. Et le résultat de l'étude montre qu'effectivement, oui, fréquenter les arts et les lieux de culture apporte du bien-être, du mieux-être et de la guérison de manière objective. Donc là, on parle vraiment d'une étude de l'OMS. Oui, c'est une méta-étude qui est en plus en français. Vous avez en 2 langues, vous avez en anglais et en français, très facilement trouvable. Mais éventuellement, on pourra le rajouter à la version en podcast. Si les personnes veulent le télécharger, ils le trouveront facilement. Je me sens très, très nourrie par tout ce que tu as dit, mais il nous reste 5-6 minutes et je t'avais promis de ne pas trop dépasser. J'ai encore des questions plein les tiroirs. Non, ça va, j'ai du temps encore, là, jusqu'à... Ça va alors. Mais est-ce que par exemple, moi j'habite à Bruxelles et j'ai l'impression que la façon dont les prescriptions médicales, prescriptions muséales sont faites à Bruxelles, ça peut être très différent par exemple que ce qui est fait en France. Et il me semble que tu as mis en place avec justement Pierre et d'autres collègues, il me semble que Guérec aussi fait partie des personnes qui enseignent, une formation pour les prescriptions médicales, muséales, Alors, ou je me trompe. Donc c'est un peu flou. non, il n'y a pas de... effectivement, en 2018, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a lancé les prescriptions médicales muséales avec l'Association des médecins francophones du Canada, qui était un projet pilote pendant 1 an et dont l'étude et de la recherche va sortir incessamment par Dr Hélène Boyer, qui s'avère être une initiative effectivement à l'époque extrêmement novatrice, puisque c'était les médecins qui donnaient la possibilité de prescrire à leurs patients le fait d'aller au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Depuis, il y a eu plusieurs exemples qui se sont faits. Toujours de manière assez localisée dans les territoires, comme je vous disais. Il n'y a pas ce que je vois davantage en France ou en Belgique ou en Suisse. Ce sont des initiatives qui sont portées par les municipalités, par les collectivités territoriales, comme par exemple à Genève. Il y a des prescriptions qui d'ailleurs sont confirmées avec Frédéric Sitaram, là, qui m'a écrit, qui va pouvoir s'associer avec un des musées de la ville et avec ce centre hospitalier pour pouvoir prescrire. Le MOCO aussi à Montpellier travaille dans ce sens-là sur la question psychiatrique. Il y a aussi à Bruxelles, effectivement la municipalité de Bruxelles qui
donc qui a initié des prescriptions avec les musées de la ville de Bruxelles. On voit donc ces différentes initiatives qui existent et donc ma liste n'est pas exhaustive. Je sais que Lille et Lens travaillent de manière ponctuelle sur ces questions-là. Maintenant, donc ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse donc être porté au niveau du ministère, donc que ça puisse donc, vraiment être une recommandation pour tous les professionnels au niveau national. Donc, on y travaille, j'y travaille. Donc, pour un jour, ça va se faire parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Hein, donc, on en a beaucoup parlé parce que on se projette facilement dans le cabinet d'un docteur, donc avec cette prescription, mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais créé ça, c'était sur l'exemple des prescriptions pour faire de l'exercice physique. Et je termine pour dire qu'il existe aussi des prescriptions sociales en Angleterre qui sont où le système entre la culture et la santé est beaucoup plus formalisé depuis des années. Je vois que Cécile essaie de poser une question. Oui, bonjour Oui, Cécile. oui, j'aimerais juste demander comment se positionnent les ordres, en fait. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les ordres, enfin, l'ordre des médecins pour, ces initiatives vont-elles jusqu'à l'ordre des médecins et comment se positionnent les ordres par rapport à ça? Alors justement, en France, donc moi personnellement, donc je ne suis pas arrivée là puisque ce que je vous dis, ce sont souvent des initiatives donc entre groupements culturels ou hospitaliers. C'est sûr que donc une démarche auprès des ordres serait indispensable. On ne parle pas non plus de remboursement de la sécurité sociale, hein. Donc c'est pour ça que ça me paraîtrait être beaucoup plus léger. Quant au Canada, on travaille avec cette association des médecins francophones du Canada, donc qui était quand même, bon, pas un ordre, mais qui est un organisme extrêmement important et qui, justement, nous a amené donc cette validité. Hein. Tout cela s'est fait avec plusieurs échanges avec cette association. D'accord. Merci Cécile. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a, ça me fait doublement plaisir parce que ça fait un moment que Cécile, vous vouliez participer à ces échanges et qu'on n'y arrivait pas. Je reconnais en fait. Je vois Cécile Montoya. C'est parce que je ne vois que la moitié du nom. Alors maintenant, je vous reconnais, mais vous êtes toute petite. Alors, je ne vois que... Ah, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Formidable, ce que vous faites à Grenoble, c'est tout à fait exceptionnel. Tout à fait. Mais Hein, Cécile Montoya, remarquable. On pense à, justement, on doit bientôt voir le Conseil de l'ordre des médecins. C'est pour ça que je vous posais cette question. Alors, Sébastien Gopac, qui est le nouveau directeur du Musée des Beaux-Arts de Grenoble, il est extra. Hein, donc, je ne le connais pas encore. Prochainement, je dois le rencontrer, mais je n'ai pas encore vu, effectivement. Vous me l'aviez dit, mais j'attends avec impatience de le rencontrer. Très bien. En tout cas, si je peux vous aider, bienvenue. Magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, Viviane Serrand, merci beaucoup pour cette rencontre. Je pense que nous... Ah, j'arrive pas à lire le reste. Je suis art thérapeute, travaille en santé intégrative. Alors, bonjour de Montréal. Merci pour ta généreuse présence de ce partage de toutes ces connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Pourriez-vous repréciser le nom et le lieu du colloque? Mais il y a quelqu'un qui a répondu, INHA. Oui, Institut national d'histoire de l'art, c'est rue Vivienne, à Paris. Je ne sais pas si c'est retranscrit. En fait, j'étais au courant récemment, donc, mais je vous donnerai le lien si vous voulez à partager. Parfait, je vous remercie. Donc, on est presque avec 3 minutes de retard. Est-ce qu'on prendrait une dernière question éventuellement s'il y a quelqu'un qui a une question? L'information ne semble... Je vous l'enverrai. Je ne sais Merci. pas. Je repartagerai par la suite. Parfait. Alors, bravo et vous remercie.
des actions en cours dans le cadre. Alors, c'est parce que je ne vois que des moitiés de phrases. Alors, je suis vraiment. Moi aussi, j'ai du mal. Donc, Alors, il y avait une question. des actions en cours dans le cadre de Lima. Bravo et Ah, merci. Bonne continuation, créative et sensible à toutes et à tous. Voilà, c'est les deux remarques. d'accord. Alors, pour l'Institut du monde arabe, évidemment, où je suis, hein, donc, il y a donc toutes sortes d'actions qui sont en cours. Évidemment, donc l'Institut du monde arabe est absolument remarquable. Franchement, j'ai aucun crédit à prendre là-dedans parce que c'est dans l'ADN de Lima et les équipes en place font un travail extraordinaire en termes d'inclusion, de care, donc en termes de, à la fois donc pour le scolaire, le périscolaire, les professeurs, les professionnels, les juges de paix. Bref, donc c'est vraiment sur l'ensemble du territoire. Moi, j'avoue que je m'attendais à être stimulée, mais je suis euh, abasourdi donc par le niveau de présence de l'IMA donc sur ces questions d'inclusion, de diversité, de transmission, d'éducation, de formation. Pour la question de la santé, donc l'IMA donc on est en train de développer ces de nouveaux partenariats avec l'hôpital donc Necker notamment donc pour les enfants. On développe aussi donc avec l'hôpital Avicenne de Bobigny donc également. Et donc ce que l'on fait en ce moment, c'est aussi on travaille énormément avec donc tout le secteur donc des psychologues, notamment en milieu carcéral. Donc il y a beaucoup d'actions au niveau de toute la France. Et je vous dirais donc ensuite, ce sont d'autres actions qui sont faites comme les slow visites avec des sophrologues, etc. Et enfin donc le rêve, parce que là je suis à Lima en charge de la refonte du musée de Lima, puisqu'on a reçu une très grande donation d'œuvres d'art moderne et contemporain. Eh bien, quand on fera donc cette refonte du musée, qui est un grand chantier supporté par le ministère de la Culture et qui devrait avoir lieu donc à la fin du mandat de Monsieur Jacques Lang, notre président, donc en 26, eh bien, donc l'idée, c'est d'avoir un lieu donc qui serait un bimaristan, c'est-à-dire donc le nom arabe donc qui est Persan. dédonné persan. Merci Marjane, Je suis merci désolée. beaucoup de cette précision. Donc persan. Bimor parce que Bimor veut dire malade et Essan comme Afghanistan, c'est le lieu de. Eh bien oui, C'est le lieu de. effectivement. Pardon. Et au contraire, merci pour cette précision. Je vous en Et prie. du coup, d'avoir un lieu qui serait vraiment spécifique pour pouvoir avoir une approche plus interculturelle. Ce que je trouve intéressant, en travaillant un climat, comme d'ailleurs à Montréal sur la question des arts autochtones, hein, qui est spécifique, où la question du soin, ou de la réparation, de la réconciliation ne s'imagine pas de la même façon qu'avec nous. Ben, c'est sûr que dans le cadre du monde arabe ou des mondes arabes et au-delà, eh bien, il y a aussi des approches interculturelles qui sont plus spécifiques. Alors, tout ça est passionnant parce qu'à chaque fois, il faut travailler sur un angle encore plus précis et rassembleur, évidemment, pour ne laisser personne de côté. Merci, merci. Ce qui présage beaucoup de, beaucoup de chouettes annonces et de moments fabuleux à passer à Lima. Merci pour ce partage et merci pour votre Alors, je participation. vois que Aude Lebel a écrit quelque chose donc, qui peut être Dans le intéressant. sommaire récent, Next Museum Wellbeing, Ouais. certaines actions se sont focalisées sur les aidants ou des actions conjointes pour les patients et leurs familles. Connaissez-vous des actions de ce type en France? Alors, c'est une très bonne question. C'est la question des aidants naturels, et même le soin que l'on peut apporter au personnel infirmier hospitalier qui lui-même a aussi beaucoup besoin de care et d'attention. Dans le cas d'Alzheimer, ce sont souvent des approches qui sont faites avec les aidants naturels, que ce soit en Amérique du Nord ou ici. Évidemment, quand on soigne un malade, on soigne une famille. Et dans ces cas-là, ce sont aussi des approches qui permettent effectivement de pouvoir limiter ou
susciter en Atténué. tout cas certains, voilà, peut-être pas atténuer, mais en tout cas, donc on sait que la musique notamment donc permet d'activer des ressorts de mémoire anciennes liées à des chansons, etc. Mais c'est surtout aussi des moments de sociabilité, des moments d'intimité entre les dons naturelles et le malade, le patient d'Alzheimer, qui permet de se retrouver au-delà de la maladie, autour euh, d'un d'un projet commun, hein. D'ailleurs, pour les prescriptions médicales muséales, telles qu'on Hélène Boyer, donc qui est la présidente de l'Association des médecins francophones du Canada, avec qui j'ai travaillé, je travaille toujours d'ailleurs, donc me disait que ces prescriptions, elles étaient faites souvent donc pour un malade, donc et aussi ces prescriptions attiraient d'autres personnes de la famille du choix, parce qu'en fait, la prescription est une invitation collective pour plusieurs personnes et qui permettait du coup aux patients de pouvoir profiter donc d'une expérience différente au-delà de ce quotidien de malade. Ça permettait aussi de pouvoir échanger sur des sujets compliqués. Parfois, donc ce sont des lieux où la communication peut s'exercer aussi de manière différente. Donc du coup, c'était pas simplement centré sur le patient dans le cabinet médical, mais aussi donc sur la relation du patient avec son entourage. Et ça, c'est quelque chose qui apparemment était assez apprécié de la part des patients. Je pense qu'il y a un élément peut-être qu'on a un tout petit peu mis de côté, mais tu en as parlé, c'est également l'éthique de care à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi au niveau des personnes qui travaillent dans les musées. Et là, prochainement, au mois de mai, il y aura Greg qui va en parler dans ce Formidable. même Caring C'est Museum. direct. Très bien. Et le mois prochain, on est en présence de musée de la Marine, où ils ont mis énormément de choses en place. Et le mois d'après, c'est-à-dire au mois d'avril, c'est le musée d'Ixelles, qui a été très innovant dans sa façon de prendre soin des œuvres et prendre soin du fait que le musée était fermé et que les personnes puissent être assurées d'avoir une connexion avec les œuvres, parce qu'ils ont fait énormément d'actions hors les murs. Ah ben Donc, ça, c'est bien. Alors, je dois dire qu'à Lima, et là, encore une fois, je félicite les équipes d'Iman Mostefa, qui est vraiment incroyable, qui dirige le service éducation et médiation. Donc, pendant la pandémie, plutôt que d'investir sur les écrans, ils se sont dit, ben voilà, puisque le public ne peut pas venir à nous, on va aller vers eux. Et ils se sont allés toutes les semaines et plusieurs fois par semaine dans tous les écoles d'Île-de-France les plus éloignées, ce qu'ils font constamment. Mais ils n'ont jamais lâché, même pendant cette période de confinement. Ils sont toujours allés donc au-devant des élèves sur place. Vraiment un engagement exceptionnel. Et franchement, j'ai toute mon admiration pour cette équipe qui fait un travail sensationnel. magnifique. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger et d'entendre toutes ces bonnes informations. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je n'ai pas posé mes questions prévues, mais j'espère que ça a été. Merci d'avoir accepté d'y répondre. Et Merci à vous. Je ne vois pas tout le monde, je ne vois pas tous les noms, mais je suis sûre qu'il y a des personnes que j'ai déjà dû rencontrer à d'autres occasions. Puis ça me fera toujours plaisir d'échanger sur vos actions et pour partager les bonnes pratiques. merci beaucoup. C'est ça l'idée, c'est d'avoir des bonnes connexions et de se soutenir dans cette démarche, je pense, qui nous touche tous et toutes. Alors, on se dit au mois prochain. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc
à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.